Un petit temps de présentation, donc déjà pour se mettre à l'aise, les délégués vont tous se présenter. Moi, je suis Sylvie Joliveau de la FAS Bretagne. Je suis chargée de mission participation à la FAS Bretagne. Moi, je m'appelle Arnold, j'habite à Rennes. Je suis délégué du 35 depuis 1 an, mais auparavant j'ai fait des copies, plein de choses comme ça depuis certains temps, depuis 2 ans, je crois, 2 ans et demi. Ça me plaît beaucoup. Je me suis présenté comme délégué parce qu'il n'y avait personne du 35 presque. Alors je me suis lancé et j'ai été élu depuis l'année dernière. Très bien. Moi c'est Vincent Hébert. Je suis délégué du 56 depuis 3 ans maintenant. Et la 3. Je peux passer le micro à Maya. Et on a une autre déléguée qui est aussi... Maya. Bonjour, je m'appelle Maya, je suis déléguée des 29 Finistère. C'est tout. Et on accueille aujourd'hui, alors on va continuer les présentations, Monsieur Delaveau, qui est le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui est venu nous saluer. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis le président régional pour la Bretagne de la Fédération. Je suis très heureux de pouvoir être présent et vous saluer ce matin à votre arrivée. Je vous remercie d'être présent parce que je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Vous venez, en plus, Rennes n'est pas forcément une ville la plus centrale de la Bretagne, même si elle est accessible facilement, et vous venez des 4 départements bretons. Merci de cette présence, merci de votre investissement dans ce travail collectif pour mieux avancer sur un certain nombre de sujets importants. Alors je crois qu'aujourd'hui c'est la parentalité qui est à l'honneur. Je veux simplement vous dire que pour nous, Fédération des acteurs de la solidarité, tant au plan national qu'au plan régional, le travail avec vous est quelque chose d'essentiel pour nous. Je crois que c'est une des spécificités de la fédération, de la FAS, que d'associer les personnes concernées et impliquées dans nos structures, nos établissements, nos dispositifs, les dispositifs, de pouvoir mener ce travail. Car qui mieux que vous pouvez nous faire part de vos ressentis, de vos besoins, de vos revendications aussi, de vos attentes, de vos souhaits, et pour essayer de voir comment on peut avancer ensemble et prendre collectivement en charge un certain nombre de sujets qui nous intéressent tous, parce que c'est la façon d'essayer de mieux vivre ensemble. Voilà, alors je vous souhaite une excellente... Je suis désolé de ne pas pouvoir rester avec vous ce matin. Valérie Hamdi, qui est notre déléguée régionale, sera là ce midi. Et je remercie toutes celles et tous ceux, Sylvie en premier lieu, et l'ensemble de ceux qui ont préparé cette journée qui sera, j'en suis sûr, à la fois très efficace et très utile, et en même temps, parce que c'est depuis octobre la première réunion en présentiel, comme on dit, en même temps un temps aussi de convivialité et d'amitié, de découverte les uns des autres. Merci et bon travail. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole aussi aux professionnels qui accompagnent aussi l'animation de ce CRPA, Brigitte et Nelly. Alors, mais bon, vous nous connaissez, hein, ça fait déjà quelques années qu'on est là. Donc Brigitte, je suis co-animatrice avec Nelly, avec qui je vais donner la parole, de la préparation et de la co-animation de la plénière. Voilà, donc moi je suis éducatrice spécialisée et je travaille à l'association Adaléa à Saint-Brieuc. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très très belle journée avec plein de questionnements, plein de réflexions et puis plein d'échanges entre nous tous. À plus tard parce qu'on va vraiment être dans la salle là. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Nelly Germain-Tual, je suis co-coordinatrice de la Maison Relais Daniel Ravier à Rennes et on est heureux de vous accueillir ici à Rennes. C'est une première et je pense que c'est bien. Oh non, pas une dernière. Ouais, mais le 22 c'est bien. Voilà. C'est juste les intervenants. Oui. Tenez, c'est pour vous.
Donc Anne Deluc, je suis de la Caisse d'allocation familiale de Rennes, donc juste à côté. Et Bernard Bailly, moi je suis délégué de la Fédération des centres sociaux de Bretagne, délégué sur le département d'Ille-et-Vilaine. Donc Anne et moi, on est ce matin, enfin une partie de la matinée avec vous pour parler de parentalité, de l'action des CAF et répondre bien sûr à vos questions. On fonctionne sur un système d'entrée, sortie permanente. On vient une seule fois ou plusieurs fois, de manière continue ou discontinue. C'est à la carte. La parole de l'un vaut la parole de l'autre. On parle à partir de son expérience, quelle que soit la situation personnelle ou professionnelle dans laquelle on se trouve. On parle à... On parle en son nom, pas au nom de la structure dans laquelle on travaille ou on est accueilli. Ça c'était troisième? Quatrième. Quatrième. Non, cinquième. Cinquième? Quand on n'apprend pas, on demande à savoir, explique des nouveaux. C'est bon? On parle en son nom, pas au nom de structure dans laquelle on travaille, on est accueilli. On se respecte les uns les autres, on ne se coupe pas la parole. Non, c'est... On est validé ensemble le travail effectué. Les pauses sont prévues. Appelez-le aux animatrices, animateurs, s'ils oublient. Quand on s'engage dans un groupe de travail, on le fait sérieusement. On est parlé ensemble de ces RPA, on est les co-construits. Merci. Donc ces règles en fait sont dans tous les CRPA de France. Il faut savoir que le CRPA c'est une instance qui existe dans toutes les régions en France et qui permet aux personnes accompagnées et accueillies de pouvoir exprimer leur opinion sur et puis faire remonter des préconisations sur des sujets. Donc aujourd'hui on a choisi le sujet de la parentalité. Et donc, on va avoir un temps à la fois d'information de la part des intervenants qui sont là et puis d'une autre intervenante qu'on va avoir en visio et un temps d'atelier où vous allez pouvoir vous exprimer, vous, sur ce que vous pensez de la parentalité, les difficultés que vous pouvez rencontrer et puis des préconisations que vous pourriez avoir. Donc, voilà un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce sont nos délégués qui présentent ça et c'est beaucoup d'émotion parce que c'est pas facile de prendre la parole devant tout le monde. Hein, je pense que vous vous en doutez bien. Alors, on va écouter Madame Anne Deluc, de la Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine. Bonjour à tous. Donc, déjà, merci beaucoup de nous avoir invités, Bernard Bailly et moi-même, pour pouvoir échanger avec vous ce matin. La demande qui nous a été faite, c'était déjà dans un premier temps de présenter un petit peu ce que la Caisse d'allocation familiale pouvait faire en termes de parentalité et puis faire un zoom plus spécifique sur l'activité des centres sociaux dans ce domaine pour pouvoir ensuite échanger sur ce qu'on est en train de travailler dans l'avenir sur des tentatives de réponse à des besoins sur l'offre de services partenaires. Donc la CAF est plutôt connue sur l'accompagnement des allocataires, mais nous avons toute une partie en fait de financement des structures qui accueillent les familles. Donc ça va de la crèche, des foyers de jeunes travailleurs, des centres sociaux, et puis aussi toutes les activités parentalité qu'on peut avoir, les relais d'assistante maternelle, etc. Donc c'est vrai que la CAF n'est pas que sur l'accompagnement des allocataires en tant que tels, mais bien sur l'accompagnement des structures qui œuvrent pour les familles, quel que soit le type de besoin à couvrir. Donc juste aussi une petite précision, la spécificité des CAF, c'est que ce sont des organismes départementaux. Donc je sais que vous êtes de différents départements de Bretagne aujourd'hui. Et donc on va avoir un socle de base que je vais vous présenter aujourd'hui sur des structures parentalité qui existent dans tous les départements. Mais ensuite, chaque CAF en fait développe ses propres dispositifs ou ses propres méthodologies. Donc c'est vrai que moi je vais pouvoir répondre au nom de la CAF d'Ille-et-Vilaine. Enfin, je vais essayer de répondre au nom de la CAF d'Ille-et-Vilaine. Mais je ne connais pas non plus tous les dispositifs existants dans les autres départements de Bretagne.
Donc là, le choix qui a été fait, c'est de vous présenter des dispositifs qui existent dans tous les départements. Voilà, donc être parent, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Ça nous amène à faire émerger beaucoup de besoins qui sont différents et nous avons tenté de répondre à certains de ces besoins par des dispositifs différents. Alors, je ne sais pas si c'est mes lunettes avec la buée qui fait que c'est flou. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais autour de la parentalité, je vais vous présenter principalement les lieux d'accueil enfants-parents, l'aide à domicile, les espaces de rencontre, tout ce qui est lié à la scolarisation et enfin la médiation familiale. Donc, dans un premier temps, ce que nous accompagnons, ce sont les espaces de rencontre parents-enfants. Ce sont des lieux physiques qui accompagnent les familles dans des lieux, on va dire, neutres et transitoires. Ça permet la rencontre entre l'enfant, les parents, éventuellement toute autre personne du cercle proche de l'enfant. Donc, ça peut être ses grands-parents, ça peut être un oncle, une tante, qui ont un droit de visite sur l'enfant. Ces lieux ont pour objectif d'apaiser la relation en fait entre la cellule familiale pour éviter les conflits arrivant à une rupture en fait de la cellule familiale. Ça peut être, alors c'est un dispositif assez spécifique puisque ça peut être ordonné par un juge, c'est-à-dire qu'il demande en fait à ce que les rencontres avec l'enfant se fassent dans un espace rencontre, mais ça peut être aussi des mesures demandées par la famille. Donc les lieux ne répondent pas qu'à une ordonnance, on va dire, de justice. Au niveau de l'Ille-et-Vilaine, nous avons 2 dispositifs qui organisent ces espaces rencontres. C'est l'APAZ à Rennes et l'association Le Goéland à Saint-Malo. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, ces espaces rencontres ont permis la rencontre en fait, et l'accompagnement de environ 180 familles. Je vais passer à un autre dispositif qui est donc voilà. L'aide à domicile. C'est une intervention possible au domicile de la famille, c'est-à-dire que la CAF va financer des intervenants, donc soit des travailleurs dans tout ce qui est technicien de l'intervention sociale ou des auxiliaires de vie sociale, et qui vont intervenir pour soutenir, on va dire, la cellule familiale au sein du domicile. Pour cela, il y a plusieurs éléments, on va dire, déclencheurs qui permettent l'intervention et l'accompagnement de la famille à domicile. Ça peut être tout ce qui est lié à la naissance, premier enfant, ça bouleverse un petit peu la cellule familiale. Donc on peut être accompagné pour une aide au ménage, une aide à l'organisation familiale, pour avoir des conseils dans ces moments qui sont quand même des moments assez fragiles. On peut avoir une intervention au moment de tout ce qui est lié aux accidents, on va dire, de la vie, des ruptures, des divorces, des décès de la famille proche, l'arrivée du 3e, du 4e, voire de jumeaux. Donc tout ce qui va en fait à chaque fois déstabiliser, on va dire, la cellule familiale et nécessiter un renfort et une aide, un accompagnement. Mais on peut avoir aussi cette intervention à des moments de changement importants. Par exemple, une famille qui va reprendre une activité de formation ou une activité professionnelle et qui a besoin aussi ce petit moment-là pour pouvoir organiser sa vie sociale, sa vie familiale et sa vie professionnelle. L'aide à domicile, j'insiste là-dessus. On s'aperçoit qu'on est en train de descendre au niveau des demandes qui nous sont faites sur cette mesure-là parce qu'elle est assez peu connue. Donc on va refaire une campagne de communication auprès notamment des travailleurs sociaux, qu'ils puissent communiquer auprès du public sur cette offre qui existe et qui est peut-être un petit peu moins aujourd'hui sollicitée. Autre mesure qui existe dans tous les départements, ce sont les LAEP, donc les lieux d'accueil enfants-parents. Donc les LAEP, ce sont aussi des lieux physiques où l'on peut accueillir les parents et les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. L'objectif des LAEP, c'est de pouvoir aider l'enfant dans sa socialisation, de pouvoir jouer avec d'autres enfants. Donc ce sont des lieux en fait, d'accueil où il y a des jeux, où il y a des livres, où il y a des activités qui se font avec les enfants. Ça permet l'éveil, l'appui aux parents aussi, puisque quand on vient dans un lieu d'accueil enfants-parents, l'objectif c'est de pouvoir aussi échanger avec d'autres parents sur éventuellement les questions qu'on peut avoir, sur les choses que l'on peut faire avec son enfant en termes d'accompagnement. Donc on a dans ces lieux-là un professionnel ou un bénévole qui est présent, mais aussi l'objectif c'est bien un échange entre parents et aussi un échange entre les enfants et les parents. Donc au sein du département d'Ille-et-Vilaine, on a à peu près une 30aine de lieux d'accueil enfants-parents.
Ça s'adresse aussi notamment aux enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller dans un accueil, dans une crèche ou chez une assistante maternelle, qui sont gardés à domicile, puisque ce sont des moments où, du coup, ils peuvent rencontrer d'autres enfants. Alors, pas tout à fait, c'est pas tout à fait comme la halte garderie, parce que là, les parents sont présents. Et ça permet justement aussi de découvrir les activités qu'on peut faire, parce que c'est pas évident de savoir ce qu'on peut faire avec un enfant de 6 mois ou de 9 mois ou d'1 an. Du coup, c'est vrai que c'est des lieux qui nous permettent de connaître un petit peu des jeux simples, un accompagnement simple de l'enfant aussi. C'est national. C'est national. Et enfin, le dernier dispositif que je souhaitais vous présenter, ce sont les classes. Donc, alors les classes, le terme national a été choisi sous ce sigle-là qui est assez original, puisque ce n'est pas du tout les classes scolaires, et pourtant ça s'adresse au niveau de l'accompagnement à la scolarité. Donc ce sont les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. L'objectif, c'est d'accueillir les enfants qui sont scolarisés, donc ça peut être à l'école primaire, ça peut être au collège, ça peut être au lycée, selon les classes. Et le but n'est pas uniquement de l'aide aux devoirs, mais d'accompagner l'enfant dans l'acquisition de compétences et la valorisation de ses compétences. Et ça se fait surtout en lien avec le parent. C'est-à-dire qu'on aide le parent, on renforce le parent dans l'accompagnement à la scolarité. Je pense que vous savez tous que les moments des devoirs sont des moments parfois assez tendus avec les enfants. Et là, justement, sous forme un petit peu de groupe, sous forme un peu plus ludique, on accompagne l'enfant sur l'acquisition de ses compétences et surtout la valorisation de ses compétences. Donc on a en Ille-et-Vilaine à peu près une 70aine de classes. Souvent, c'est en lien aussi, bien entendu, avec l'école, pour pouvoir justement accompagner au mieux l'enfant dans l'acquisition de ses compétences. C'est organisé dans les écoles, c'est organisé dans les classes? Non, c'est pas organisé dans les écoles. Alors la plupart du temps, là on est dans une période spécifique de confinement, de crise sanitaire. Donc on a certaines classes, et là ce qui se faisait systématiquement, ça se fait systématiquement dans des lieux neutres, en dehors, dans des lieux associatifs, des salles comme ça. Là, étant donné qu'il y a beaucoup de salles qui ont été fermées, certaines écoles ont permis d'accueillir les classes. Mais normalement, c'est en dehors de l'école. Voilà un petit peu les dispositifs dits classiques de toutes les CAF. J'en ai oublié un, en effet, la médiation familiale. Donc là, le but de la médiation familiale, c'est d'engager un dialogue en fait au sein de la famille lorsqu'il y a des conflits qui se présentent. Ça peut être des conflits suite à une séparation, ça peut être tout autre type de conflit. Le but, c'est que le professionnel puisse aider la famille à renouer dans l'intérêt de l'enfant et de sa famille. Donc ça peut être de la médiation familiale entre parents, mais ça peut être aussi de la médiation familiale, on en a de plus en plus, entre les adolescents et leurs parents. Voilà, je ne vais pas vous présenter la totalité des autres dispositifs, vous dire que juste au niveau de la CAF, nous venons d'avoir ce qu'on appelle les points d'accueil écoute jeunes. Donc avant, c'était des structures qui étaient accompagnées par l'État, qui sont maintenant accompagnées par les CAF depuis le 1er janvier. Donc les points d'accueil écoute jeunes, ce sont des points qui permettent aux jeunes de pouvoir aller échanger, soit en entretien individuel, soit en collectif, sur des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, surtout des problématiques liées à l'angoisse, au stress, aux difficultés diverses. Mais c'est aussi un lieu qui accueille les parents des jeunes pour pouvoir aussi échanger sur l'accompagnement qu'ils peuvent mettre en œuvre au niveau de leurs enfants. Autre mesure que nous avons en Ille-et-Vilaine, nous finançons les dispositifs de scolarisation des enfants dès 2 ans, puisque vous savez que normalement l'entrée en maternelle se fait environ vers les 3 ans. Et nous avons en Ille-et-Vilaine quelques dispositifs qui accueillent pour les publics vulnérables des enfants dès 2 ans et surtout qui accueillent l'enfant et les parents. C'est assez rare qu'on puisse en classe venir en tant que parent pour pouvoir voir l'évolution de son enfant et accompagner au mieux son enfant. Là, ce sont des dispositifs très souples où l'enfant peut venir par exemple qu'une matinée par semaine, mais où surtout le parent va petit à petit accompagner son enfant dans l'intégration à la scolarité. Nous sommes en train, mais on y reviendra après avec Bernard, nous sommes en train de réfléchir à des nouveaux projets, notamment, je vous ai parlé tout à l'heure, des lieux accueil enfants-parents qui, dans la réglementation, s'arrêtent à 6 ans. On est en train de réfléchir pour pouvoir expérimenter des lieux d'accueil enfants-parents pour des enfants plus âgés, voire des adolescents. Bien entendu, ça ne se fera pas avec des jeux éducatifs purs, mais en tout cas, l'idée de pouvoir regrouper des enfants et des parents en parallèle dans un même lieu et pouvoir échanger nous intéresse notamment pour des adolescents.
En Ille-et-Vilaine, on a aussi un soutien au niveau de la CAF à pas mal d'associations qui œuvrent dans la parentalité, donc le planning familial, la Ligue de l'enseignement, France Parrainage, etc. Ça, je pourrais y revenir si vous souhaitez des compléments d'information. Et surtout, nous finançons l'appel à projet parentalité. C'est un appel à projet que nous sortons tous les ans. Et là, toutes les associations d'Ille-et-Vilaine peuvent déposer un projet pour faire une action parentalité. Donc ça peut être un échange débat avec des parents autour d'un thème, ça peut être une sensibilisation, une exposition pour sensibiliser à certains sujets comme les écrans, comme l'accompagnement des adolescents, etc. Et donc la CAF, en lien avec le département et la mutualité sociale agricole, finance les actions parentalité un peu partout dans le département. L'une des structures les plus importantes en termes d'action parentalité, qui sont justement aussi financées dans le cadre de l'appel à projet de la parentalité, ce sont les centres sociaux et les espaces de vie sociale. Mais je vais laisser Bernard en parler. Juste conclure, la bonne question, c'est surtout, mais où trouve-t-on ces informations ? Et là, c'est le parcours du combattant. Alors, jusqu'à maintenant, on trouvait ces informations sur le CAF.fr. Chaque CAF organise son site internet de manière différente. Donc si vous cherchez de l'information sur le CAF.fr, très sincèrement, bon courage. Même moi, des fois, j'arrive pas à trouver les informations sur les sites des départements qui ne sont pas le département d'Ille-et-Vilaine. Au niveau national, ils ont repéré qu'il y avait on a au niveau des CAF un très très gros problème de communication et de lisibilité de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que si par hasard, vous ne savez pas qu'il y a un LAEP ou un espace médiation à tel endroit, pour le rechercher et le connaître, c'est extrêmement difficile. Donc là, depuis quelques mois, il a été mis en place, alors il a été revu parce que ce site existait, mais un nouveau site qui est monenfant.fr, sur lequel vous pouvez, alors je ne sais pas si on peut y aller, vous pouvez trouver une structure en fonction de votre localisation. Alors là, on va essayer de le tester, sachant qu'une partie du site est hébergée par OVH et que donc là, on a des gros problèmes. Voilà, et vous pouvez remonter. Donc vous êtes devenir élever son enfant. Voilà, vous descendez. Là, vous avez déjà la présentation de tout ce qui peut exister. Vous voulez en savoir plus sur la scolarité, donc ce que je vous disais, la rentrée à l'école maternelle, la scolarisation des 2 ans, tout ce qui est vacances loisirs, puisque je n'ai pas parlé des vacances, mais on a au niveau de la CAF une grosse politique vacances qui a aussi pour objectif de renforcer la parentalité. On peut aller dans service en ligne, trouver un mode d'accueil. Et là, vous avez le choix entre les modes d'accueil qui correspondent en fait à tout ce que vous pouvez chercher en termes de crèche, d'assistante maternelle, les accueils de loisirs, donc les centres de loisirs, et à droite, accompagnement, information des familles. On va cliquer sur celui-là. Voilà, et là, vous avez les lieux d'accueil enfants-parents, les services de médiation familiale, les espaces rencontres. Et si vous tapez Rennes, par exemple, ou une autre ville, vous cliquez et normalement, vous avez la liste qui s'affiche. Alors, je dis normalement parce que depuis une semaine, en fait... Oui, mais ils n'y sont pas tous. Donc, pour l'instant, le site va monter en charge de toute façon. Bon, là, il y a eu un gros bug dû aux événements actuels d'OVH. Mais en tout cas, ce site-là, normalement, devrait pouvoir vous renseigner sur tout ce qu'il existe. Et normalement, toutes les actions parentalité qu'on finance dans le cadre de l'appel à projet vont être aussi versées dans ce site-là. Ce qui fait que si vous habitez, je ne sais pas, Bain de Bretagne, vous pouvez taper Bain de Bretagne et vous avez normalement toutes les actions parentalité qui se font géographiquement proche de chez vous. Voilà, j'en ai fini pour moi. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Deluc, éventuellement, avant de laisser la parole à Monsieur Bailly pour les centres sociaux? Oui, juste une petite question sur le fait que vous disiez que l'information n'était pas trop connue ou pas trop... mais moi, je me mettais du côté parent et j'estime qu'il faut prendre en considération aussi le fait que pour des parents, c'est pas spécialement facile de franchir le pas et puis d'aller sur vos informations, étant donné que... mon premier enfant, élever mon enfant, élever mon ado, voilà, c'est quand même des démarches qui font que le parent peut se sentir en échec. Et c'est pas une chose facile à admettre tout le temps. Donc, je pense que, par le biais des réseaux comme ça, je trouve ça assez compliqué et une démarche pas facile.
C'est pour ça je voulais savoir s'il ne serait pas possible de mettre en place carrément des réunions, non pas parents-enfants, mais juste au moins pour les parents, pour leur faire prendre conscience que non, c'est pas un échec en soi, et que parce que pour eux c'est pas spécialement facile à vivre. Tout à fait. Alors en effet, là je vous ai montré un accès direct à l'information, mais surtout le travail que nous faisons à la CAF. Nous avons des délégués territoriaux un peu partout, et nous faisons surtout des accompagnements et des réunions auprès des professionnels qui accompagnent les publics, puisque vous pouvez, dans le hasard de la vie, rencontrer un professionnel d'une PMI, un professionnel d'un CCAS, une association, quelle qu'elle soit. Et donc là, le but pour nous, c'est beaucoup de communiquer auprès des professionnels pour qu'eux puissent relayer l'information, mais surtout accompagner la famille. Parce qu'en effet, il ne suffit pas juste de savoir. Je veux dire, chacun, nous les premiers, on a une question, on ne va pas en effet sur le site lieu d'accueil enfants-parents, on ne va pas débarquer comme ça, sans connaître, sans se sentir accompagné. Donc c'est vrai qu'on vise, mon service vise surtout l'accompagnement des professionnels qui, eux, sont en intervention directement auprès des publics. C'est pour ça que régulièrement, on fait aussi des informations auprès des professionnels. On a fait une information il y a 15 jours sur notre politique vacances qui évolue, mais pas tant que ça, mais surtout parce que les professionnels changent aussi de poste et il y en a des nouveaux qui entrent. Et donc tous les 2 ans, on refait des informations auprès de tout le monde pour représenter ce qu'il existe en termes d'accompagnement possible pour les familles. Mais en effet, on sait très bien que tout à chacun, c'est très difficile d'aller d'emblée dans un lieu pour rechercher un accompagnement. Voilà, c'est un pas assez compliqué, quoi. Ouais, présentation suivante, du coup, Monsieur Bailly. Merci. Monsieur disait qu'effectivement, c'est pas facile de faire le pas quand on a des questions, des soucis par rapport à l'éducation, la vie avec ses enfants. Ce que je vais vous présenter là rapidement, c'est des lieux qui sont les centres sociaux. Alors peut-être parmi vous, certains ou certaines connaissent. Des lieux qui sont des lieux de proximité, justement, dont une des vocations est d'accompagner les parents dans leur rôle de parents. Ça n'empêche qu'il est toujours difficile même de franchir le pas pour rentrer dans ces lieux-là. Et c'est vrai qu'on a toujours des témoignages de gens qui disent je connais qu'il y a un centre social, mais moi je ne veux pas y aller. J'ai pas envie qu'on me reconnaisse comme quelqu'un en difficulté qui va au centre social. Et c'est vrai que c'est aussi tout le rôle des professionnels qui sont dans ces lieux, d'aller à votre rencontre et pas d'attendre forcément que vous veniez. Mais ça, on pourrait en parler assez longuement. Allons-y donc sur les centres sociaux. C'est quoi les centres sociaux en Bretagne? Alors, je le disais, peut-être certaines ou certains d'entre vous connaissent. Ce sont des lieux, ce sont des équipements. Pour les habitants, quel que soit leur âge, voilà, on ne vise pas une catégorie de personnes, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur milieu social. Ce n'est pas un lieu pour les, passez-moi l'expression, les cas sociaux ou les gens en difficulté. C'est des lieux pour tout le monde, y compris quand on est en difficulté, et chacun d'entre nous peut passer des périodes de sa vie et rencontrer des difficultés. C'est des lieux aussi en soutien à vos projets, aux projets des gens. C'est pas forcément des lieux où on va vous dire ce qu'il faut faire, mais c'est des lieux d'écoute d'abord, où les gens viennent, se rencontrent, discutent, et parfois ont des idées, et parfois ont envie de mettre en place des choses. Et les centres sociaux sont des lieux pour accompagner les habitants dans ce qu'ils ont envie de mettre en place. Des lieux où on peut parler de tous les champs de la vie quotidienne. J'ai parlé de loisirs, d'activités culturelles, de garde d'enfants, mais ça peut être aussi comment accéder au numérique, comment aussi faire mes démarches pour aller accéder au service de la CAF, comment je peux déclarer mes impôts, comment je peux faire mes démarches en ligne. Aujourd'hui, on sait que cette question des démarches en ligne prend beaucoup de place et que c'est pas facile pour tout le monde de savoir utiliser un ordinateur, d'aller sur des sites. Les centres sociaux, la plupart d'entre eux, en tout cas, sont des lieux aussi où on peut avoir des conseils, accéder à des postes informatiques et être accompagné dans ces démarches. Et les centres sociaux ont une attention particulière, effectivement, aux familles et aux enfants. Ce qui guide aussi les centres sociaux, il y a une charte nationale, c'est des principes d'action, des grandes valeurs qui sont pour nous fondamentales. Je les ai mises là, la question de la dignité humaine. Chacun a droit à du respect et de la considération. La solidarité entre les habitants, entre les gens, et des lieux de fonctionnement démocratique où chacun a une voix et peut être entendu. Ça, c'est aussi des principes importants qui véhiculent la façon de travailler, la façon d'être dans les centres sociaux. Je le disais, ce sont des lieux ouverts à tous, sans distinction.
et où la participation des habitants est un principe de fonctionnement. Voilà, on vient pas là, on peut venir pour consommer, mais c'est pas l'idée première. On vient pas là pour consommer une activité ou un service, on vient là d'abord parce qu'on a besoin de se retrouver, tout simplement, besoin de discuter et peut-être besoin de créer des choses ensemble. Alors juste un petit, je l'ai pas mis sur le diaporama, mais les centres sociaux, ça existe depuis plus de 100 ans. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça a été créé à la fin du 19e siècle. Donc c'est une vieille histoire. Mais déjà, dès il y a 100 ans, on disait que c'était des lieux ouverts à tous, des lieux de voisinage. C'est vraiment l'esprit, effectivement, des centres. Pour vous donner une idée, donc il y a 85 centres sociaux en Bretagne. On les trouve en milieu rural, en milieu urbain. On verra tout à l'heure, il y a une carte et on ira aussi sur une carte interactive. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Donc on en trouve partout, alors sur des quartiers, sur des communes, sur plusieurs communes. Voilà, si on va à la Guerche de Bretagne, ben voilà, le centre social il rayonne sur 4-5 communes. Si on va sur la Chapelle-Saussée, le centre social il rayonne sur 11 communes différentes. Donc vous voyez, ça peut intervenir à l'échelon d'un quartier, ici à Rennes, quartier de Villejean, à Saint-Brieuc, à la Croix-Saint-Lambert, etc. Ou ça peut être sur des territoires plus grands. Alors voilà une petite carte ou une grande carte, comme on veut. Alors c'est pas très lisible, hein, je m'en excuse, mais qui vous donne la répartition et la présence, les lieux d'implantation, à la fois des centres sociaux et aussi ce qu'on appelle des espaces de vie sociale. Pour faire simple, on dira que ce sont des petits centres sociaux. Ce sont des lieux au général où il y a moins de salariés, où il y a moins d'activités de proposées, mais ce sont aussi des lieux qui sont reconnus et agréés par les CAF pour leur action en faveur de la parentalité notamment. Donc vous voyez on a beaucoup de centres sociaux et de VS en Ille-et-Vilaine, beaucoup dans le Finistère. On voit bien qu'il y a une zone qui est un peu une zone vide, hein, et c'est souvent le cas en Bretagne. C'est tout le centre Bretagne où là il y a moins d'équipements. Et on le verra tout à l'heure, en général, ce sont des lieux, selon où vous habitez, des lieux qui essayent d'être en proximité de là où sont les habitants, bien évidemment. C'est pour ça qu'on les retrouve plus souvent dans les milieux urbains. Si je prends l'exemple de Rennes, par exemple, vous avez 6 centres sociaux sur Rennes, simplement. Voilà. Quelques chiffres. Donc, alors les centres sociaux, ils sont en général gérés par des associations. C'est-à-dire que ce sont des habitants qui sont au sein d'un conseil d'administration et qui décident de la politique du centre social. Hein. Donc, les 56 sont menés, gérés par des associations, mais il y en a qui sont directement gérés par des collectivités locales. C'est le cas, par exemple, à Dinard. C'est le cas aussi sur certains territoires comme le nord de l'Ille-et-Vilaine ou du côté de Mort de Bretagne. Voilà, ça sont des centres sociaux gérés par des collectivités locales et certains sont encore gérés directement par les caisses d'allocation familiale. Ce n'est plus le cas en Ille-et-Vilaine, mais c'est encore le cas dans les Côtes-d'Armor, dans le Finistère notamment, où les CAF ont encore directement la gestion de certains centres. Mais la tendance est à... Voilà, c'est plus que la tendance qui a commencé depuis 1995, donc il faut un peu de temps, mais les CAF n'ont plus vocation à gérer directement les centres sociaux. C'est soit repris par des associations, soit repris par des communes. Des lieux animés par des salariés, donc 914 en 2019, sont des chiffres de 2019, 914, alors ce qu'on dit équivalent temps plein, c'est-à-dire en fait c'est beaucoup plus de salariés, mais des fois des salariés qui travaillent quelques heures par semaine, mais en équivalent temps plein, presque 1000 personnes, et aussi des lieux où il y a beaucoup de bénévolat, beaucoup de bénévoles qui s'investissent pour mener des activités. Vous voyez, c'est très important, 12 000 bénévoles étaient engagés dans les centres sociaux pour développer des projets et mener des actions. Et puis un chiffre aussi, 55 000 personnes, toujours en 2019, ont bénéficié des activités, alors d'une activité ou de plusieurs activités, hein, peut-être d'un séjour famille, peut-être de la halte garderie, peut-être de cet espace numérique dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on estime à 55 000 personnes celles qui ont bénéficié des services des centres. Concernant la parentalité, alors ce que je vais dire là fait écho à ce que vous a expliqué Anne Deluc, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de lieu d'accueil enfants-parents, quand on parle d'accompagnement à la scolarité, par exemple, ben, les centres sociaux, ce sont des lieux aussi qui mènent ce type d'action, et donc ils sont aussi à votre service là-dessus.
Alors, ils ont un projet famille, on leur demande de faire un projet famille qui est agréé par la CAF. Et c'est la politique des centres sociaux qui est construite, qui est pensée en associant au maximum les parents à sa définition. Des actions, des projets, on en a parlé, hein, des lieux d'animation parents-enfants, des activités en famille, ou pour des parents seuls ou en couple, etc. Des ludothèques aussi, vous savez, l'équivalent des médiathèques, mais là où on peut trouver des jeux et emprunter des jeux, des crèches, des haltes garderies, etc. Et puis, des séjours, hein, des sorties des week-ends parfois, hein, une sortie sur la journée, sur le week-end, des petits séjours vacances, sont aussi, voilà, là, dans les centres sociaux, des professionnels qui sont là pour organiser avec les parents ce type de séjour. Là, le petit graphique n'est pas très lisible, c'est pour vous donner un peu l'idée de la répartition. Donc, plus de 10 000 familles ont bénéficié des projets des centres sociaux en 2019. Vous voyez que la plus grande barre correspond à tout ce qui concerne le soutien à la parentalité. 90% des centres sociaux en Bretagne, sur les 85 centres sociaux, 90% mènent des actions de soutien à la parentalité, lieu d'accueil enfants-parents, etc. Un grand nombre aussi mènent des loisirs collectifs, font de l'accompagnement à la scolarité, organisent des fêtes. Bah oui, c'est important aussi, même si les temps ne sont pas à la fête en ce moment, c'est important aussi d'organiser des moments festifs là où on habite. Voilà, des actions intergénérationnelles aussi, c'est important qu'il y ait des moments où les grands-parents sont avec les petits-enfants, avec les parents, pour mieux se connaître et vivre des choses un peu sympas ensemble. Voilà. Alors, la question c'est finalement, alors Anne Deluc a dit, sur le site de la CAF, monenfant.fr, c'est ça, voilà, bravo, j'ai retenu, vous pouvez trouver effectivement les lieux. Alors il y a une autre façon de trouver où est-ce que je peux trouver un centre social, un espace de vie sociale, c'est en allant sur le site de la Fédération des centres sociaux de Bretagne. Vous avez la carte, et avec la carte, ça vous permet de savoir auprès de chez moi, est-ce qu'il y a un centre social et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il propose de l'accompagnement à la scolarité? Est-ce qu'il propose un lieu d'accueil enfants-parents? Vous trouverez cette information-là. Voilà, ça me semblait peut-être intéressant pour vous de vous le signaler. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. On voit qu'il n'y a pas de centres sociaux dans le centre de... Est-ce qu'il y a eu des réflexions dessus ou pas? Mise en place de centres sociaux? C'est effectivement un sujet de réflexion et ça fait un peu écho aux travaux qu'on mène effectivement en ce moment avec les CAF dans le cadre de la stratégie de prévention de la pauvreté. En tout cas, on se dit qu'il faut qu'on réponde à ce problème-là et une des hypothèses, ça serait de développer des espèces de centres sociaux mobiles. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas matière, il n'y a pas non plus forcément les financements, ou il n'y a pas suffisamment d'habitants ou de familles en demande sur tel ou tel territoire de Centre-Bretagne. Par contre, vous pourrez imaginer un minibus qui circule, qui aille sur les places des villages et qui puisse répondre aux besoins des habitants, soit pour faire des animations ponctuelles, soit, encore une fois, sur la question du numérique, soit sur toute autre chose. Et voilà, actuellement se réfléchit cette idée d'avoir peut-être des véhicules mobiles qui, quelques-uns, pourraient un peu sillonner certains territoires moins pourvus. C'est vrai que la population rurale a quand même des difficultés aussi de scolarité et qu'on ne remarque pas en fait au niveau rural. Et je pense qu'il y aurait des besoins en fait. Je vois, c'est plus des agriculteurs qui sont là. Et je pense qu'il y aurait des besoins et que les habitants ne disent pas en fait. Juste préciser que là, ce qui vous a été présenté, en effet, c'est que les centres sociaux gèrent des lieux d'accueil enfants-parents ou des accompagnements à la scolarité. Il n'y a pas que les centres sociaux. Donc là, la carte que vous avez, ce sont les centres sociaux. Mais par exemple, au niveau des accompagnements à la scolarité, il y a aussi des gestionnaires, beaucoup de gestionnaires associatifs ou des petites municipalités. Donc ça n'intervient pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ce type de dispositif sur ce territoire. Merci beaucoup à vous deux pour votre intervention. Alors, toutes ces informations-là seront diffusées dans le compte-rendu. On vous enverra tous les contenus qui ont été donnés. On va écouter l'intervention d'Adeline Delaunay de Thomas.
C'est Ascoria sur la littérature infantile. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir avec vous là ce matin. Comme monsieur vient de le dire, je m'appelle Adeline Delaunay-Thomas et je suis formatrice à Ascoria. Et je suis de métier, avant d'être formatrice, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Et j'ai particulièrement travaillé et aussi dans un engagement associatif avec des albums pour les tout-petits, dont je vais vous parler un peu juste après. Donc on va passer un temps très court ensemble, 40 minutes, donc je vais essayer d'être précise, succincte, et puis en même temps j'espère de vous donner quelques indications là sur comment l'objet livre pour les tout-petits peut être vraiment une nourriture, au même titre que le lait, l'amour, les soins, peut être, ces albums pour les tout-petits peuvent être une nourriture culturelle importante. Alors juste un petit mot sur, je vous en ai parlé, mon engagement associatif, donc auprès d'une association régionale qui s'appelle Accès Armor, et qui est une association dont l'objectif est de promouvoir la culture pour les tout-petits et les familles, et notamment dans les lieux de vie en fait de parents et d'enfants. C'est une association qui, avec un camion, s'est beaucoup déplacée sur toute la Bretagne, dans les salles d'attente PMI, dans les structures d'accueil de la petite enfance, les écoles, les centres sociaux, les quartiers, et j'en passe. Donc voilà, et c'est une association qui est en lien direct avec une association qui existe depuis fort longtemps au niveau national et qui s'appelle Accès. Accès qui veut dire Action culturelle Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations. Alors voilà, pour ma présentation et d'où je viens et pourquoi je vais vous parler plus particulièrement des albums. J'avais envie aussi de dire, peut-être prendre appui sur Daniel Pénac là, qui a dit en 10 points, qui a rappelé les 10 droits du lecteur, parce que je trouve que c'est important. Et le premier droit du lecteur, c'est le droit de ne pas lire. Un autre droit qui me paraît important, surtout là dans ce que je vais vous évoquer avec des tout petits, c'est le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire à l'infini, si on le souhaite, le droit de lire n'importe quoi, de lire n'importe où, de lire à voix haute, de se taire. Alors, je ne les ai pas tous nommés, parce qu'il y en a 10, mais j'ai nommé là vraiment ceux qui me paraissent être les plus importants. Alors, j'avais intitulé, j'avais prévu de vous parler effectivement des albums comme nourriture. Et ce qui peut paraître peut-être un peu étonnant, parce qu'effectivement, un bébé, pour bien grandir, il a des besoins primaires, essentiels, mais il a aussi d'autres besoins qui sont très très importants. Et effectivement, j'ai mis ce besoin de culture et notamment d'albums comme étant un de ces besoins fondamentaux. Parce qu'effectivement, le fait de nourrir son tout petit, c'est un acte qui est assez naturel. Le fait de pouvoir lui lire des histoires, ça paraît peut-être moins spontané et naturel, mais en tout cas, ça me paraissait moins important de le présenter comme quelque chose qui va aider l'enfant à se développer et surtout à développer à être nourri, à être je vais revenir un petit peu plus tard là sur les bénéfices pour l'enfant. Ce que je voulais aussi amener là dans ce temps en guise de réflexion, c'est le fait de nourrir de culture et notamment de récits, de lecture à voix haute, d'albums, peut ne pas être toujours simple. Moi, dans mon expérience professionnelle, effectivement, j'ai pu rencontrer à la fois des parents et des professionnels qui pouvaient dire j'aime pas moi-même lire, donc j'ai pas envie de lire des histoires à mon enfant.
Je ne sais pas quels albums choisir parce qu'effectivement, quand je regarde les rayons, il y a beaucoup de choix et c'est pas simple de trouver les albums qui vont plaire à mon enfant. J'ai parfois aussi entendu très régulièrement, ils sont trop petits. Lire des histoires parfois complexes à des tout petits, ils vont pas comprendre. J'ai aussi entendu les albums. Un album, ça coûte cher. Effectivement, le prix d'achat moyen d'un album, c'est aux alentours d'un album neuf. C'est aux alentours de 12-15 euros. J'ai aussi entendu parfois, mon enfant ne tient pas en place, il n'écoutera pas, il va pas rester jusqu'au bout de l'histoire. Voilà, ou d'autres freins qui pouvaient limiter en tout cas la confiance dans les adultes qui accompagnent les tout petits et notamment les parents, voilà, et qui parfois s'interdisaient ou ne s'autorisaient pas en tout cas à pouvoir mettre à disposition d'eux et des enfants pour nourrir la relation des albums. Donc je me suis posé la question effectivement de quel risque prenons-nous adultes à lire des albums à voix haute à nos tout petits et quel bénéfice pouvons-nous en avoir en fait de cette lecture partagée. Alors j'ai envisagé effectivement de nommer un petit peu là, les bénéfices pour l'enfant. Et notamment le premier bénéfice, c'est de se dire, d'observer, et là c'est vraiment la force de l'observation, le bébé est un lecteur. Le bébé, quand il naît, il sait lire, parce qu'il sait lire sur nos visages. La première expérience de lecture d'un tout petit, c'est le visage de l'adulte. C'est-à-dire que le bébé, on n'a pas besoin de lui dire je suis heureux, je suis énervé, je suis pas content. Parce qu'il lui suffit de nous regarder, de regarder nos expressions, nos yeux. Alors effectivement, en ce moment, avec les masques, ça pose aussi toute cette question-là. De la lecture, elle est quand même un peu empêchée. Et pour des bébés qui n'ont pas encore fait l'expérience qui n'ont pas encore la capacité à comprendre du fait de l'expérience acquise, les émotions, les états dans lesquels peuvent être les adultes qui les accompagnent, avec les masques, effectivement, ça complexifie un peu les choses aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je voulais vraiment redire, c'est que le bébé est un lecteur. En naissant, il est un lecteur. Et donc, par rapport à toute cette idée il ne va peut-être pas comprendre, vraiment, moi en tout cas, je pense et je suis persuadée que le bébé et le petit, quand il va grandir, 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus tard, avant qu'il ne sache lui-même lire, il sait lire. Il sait décoder, et donc quand on lui offre un visage d'adulte avec des expressions, il les comprend. Et quand on lui offre un livre avec des illustrations et des textes, ou sans texte d'ailleurs, il les comprend aussi. En tout cas, il va les comprendre parce que il va en faire une expérience petit à petit et réussir à intégrer que par exemple dans un imagier, une table, effectivement qu'on peut être amené à lui montrer, il y a différents types de tables. Et donc petit à petit, cette expérience, elle va s'intégrer chez l'enfant. Donc je voulais vraiment vous redire ça, le bébé est un lecteur dès lors qu'il naît et qu'il arrive au monde. Il va, avec les albums, donc le bébé va lire les illustrations qui sont une forme de langage, comme notre visage est une forme de langage. Et s'il y a un texte, l'adulte va lui lire le texte et en fait, le bébé progressivement va faire le lien entre ce texte lu par l'adulte et cette illustration, ces images qu'on lui propose. Autre bénéfice pour l'adulte comme pour l'enfant, l'album, le temps que vous pouvez partager avec un enfant autour d'un album, que vous lui lisiez à voix haute ou que vous le regardiez ensemble, c'est vraiment un temps de partage. Et c'est sans doute ce temps de partage-là qui, moi, me paraît essentiel.
l'idée pour moi de lire des albums à des tout petits, c'est pas de l'apprentissage. On n'est pas sur du forçage à en faire peut-être plus tard un meilleur lecteur ou en tout cas, vraiment, ce que j'ai surtout envie de dire là, c'est que on est sur un temps de partage, de mise en commun. C'est un prétexte aussi pour rencontrer son enfant de manière privilégiée avec un support qui va nous y aider, bien sûr. Autre intérêt et bénéfice, peut-être là, c'est qu'avec le récit, on n'est plus dans le quotidien, ou en tout cas moins dans le quotidien. Le quotidien avec un enfant, c'est beaucoup, on est sur le factuel, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit accomplir, ce qu'on lui demande de faire, ce qu'on aimerait qu'il fasse, etc. Avec les albums, on va se décaler un petit peu de ce quotidien et de ce factuel et entrer dans un autre registre, dans une autre possibilité qui va amener, en tout cas, l'idée, en tout cas, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que ça puisse se décaler du quotidien et amener plus de rêves, plus de beauté, plus de symbolisme, des choses qui permettent, on a quand même un quotidien qui peut ne pas être simple, et pour les tout petits sont directement impactés par ces quotidiens très très rythmés, rapides, pas simples avec la situation encore plus là. Et avec les albums, c'est vraiment la proposition de se décaler de ce quotidien et de pouvoir prendre un temps ensemble pour regarder quelque chose qui sort un peu de cette vie tumultueuse. Donc ça lui permet effectivement de développer un imaginaire, capacité à se représenter les choses ou les personnes en leur absence. C'est une source de développement de créativité. Donc voilà, grâce aux albums aussi, l'enfant va progressivement comprendre ses émotions, son vécu, même s'il n'est pas encore en mesure de le contrôler. Et moi, je trouve que les albums, c'est aussi une formidable capacité pour les adultes à redécouvrir des émotions et à se mettre aussi à hauteur d'enfant et à revisiter parfois des émotions qu'on n'a pas forcément rencontrées depuis longtemps. Et c'est... Alors, j'essaierai tout à l'heure de vous passer une petite vidéo de lecture d'un album qui, pour moi, est un album vraiment très, très intéressant et qui peut parler à chacun. Pour moi, les albums, c'est pas juste une histoire d'enfance, c'est aussi une capacité pour les adultes que nous sommes à revisiter, à rêver, donc à revisiter des situations qu'on a déjà vécues, mais c'est aussi pour moi, et ça c'est pour moi un des gros bénéfices, un des grands bénéfices de la lecture partagée d'albums avec des tout petits, c'est que c'est aussi un temps pour nous adultes pour prendre un peu de recul, pour tout simplement profiter du moment présent. Faire un temps de pause et ça peut être effectivement avec son enfant, mais ça peut être aussi sans son enfant, c'est-à-dire que les albums et la littérature jeunesse ne sont pas réservés qu'aux enfants ou quand on travaille ou quand on est avec ses propres enfants. Donc c'est un monde un petit peu merveilleux, ce monde des albums, et moi je vous invite, je vous encourage à le découvrir, à le redécouvrir, vraiment à vous nourrir aussi, vous en tant qu'adulte, à vous émerveiller, à rêver, à réfléchir et à nourrir la part enfantine qui est en chacun de nous, même si parfois elle nous semble un peu loin. Mais nous avons tous été des enfants et je pense que les albums viennent aussi parler à cette part enfantine présente en chacun de nous.
voilà, alors effectivement, bon, je vais peut-être passer un peu vite hein, parce que je me dis que ce serait quand même intéressant qu'on ait un petit temps d'échange. Alors, comment choisir les albums? L'édition française de littérature enfantine est une édition, un secteur qui produit beaucoup d'albums. Tous les ans sortent, alors j'ai plus les chiffres en tête là, mais un nombre conséquent d'albums. Et c'est difficile de se repérer, de sélectionner des albums qui sont susceptibles de nous plaire, de plaire aux enfants. Donc voilà. Donc sur ce où trouver les albums là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des médiathèques, enfin d'avoir des territoires sur nos territoires au niveau de la Bretagne, d'avoir des médiathèques, des bibliothèques, même dans les plus petites, les secteurs géographiques ruraux qu'on habite, vraiment en grande ruralité ou en ville, dans des villes moyennes ou plus importantes, on a vraiment la chance d'avoir des médiathèques, des bibliothèques avec des secteurs jeunesse, enfance, jeunesse qui sont quand même conséquents et des professionnels bibliothécaires qui peuvent vraiment guider, aider à sélectionner des albums. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans tous ces lieux qui peuvent vous permettre d'avoir accès avec vos enfants, avec des enfants, à des albums qui sont choisis par les bibliothécaires, qui sont en général, il y a des comités de lecture dans les bibliothèques et qui permettent de passer un peu au crible voilà, toutes les parutions, tout ce qui sort au niveau de l'édition jeunesse et qui permettent de faire une sélection, une sélection voilà, des albums qui paraissent être les plus qualitativement parlant intéressants. Donc ça, c'est vraiment, n'hésitez pas. Et c'est aussi des personnels qui sont à votre disposition pour pouvoir vous aiguiller, parce qu'effectivement, souvent la question qui revient, moi pour avoir travaillé il y a quelques années avec des parents, la question c'était mais quel album choisir pour quel âge? Parce que s'il y a trop de texte, ça va peut-être être trop long. S'il n'y a pas assez de texte, peut-être que l'enfant va s'ennuyer. Enfin bon, voilà. Donc il peut y avoir des questions autour de ça. Et n'hésitez pas à solliciter en fait les professionnels de ces lieux qui pourront vraiment vous aider. Moi, ce que j'aurais envie de dire là, c'est, je pense qu'il n'y a pas... souvent, derrière certains albums, sont indiqués, ou dans certains albums, sont indiqués des critères d'âge à partir de 3 ans, etc. Et quand on regarde ces critères d'âge, il y a rarement des albums qui sont indiqués comme s'adressant à des tout-petits. Or, moi, je pense vraiment qu'on peut lire des albums, on peut mettre à disposition des albums à des tout-petits. Un bébé de 6 mois peut tout à fait être extrêmement intéressé par un album, même s'il y a du texte dans cet album, même si il y a, voilà, c'est un album qui peut ne pas tenir sur 2 ou 3 pages. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à solliciter. Alors évidemment, dans beaucoup de secteurs aussi, il y a des librairies avec des libraires qui sont très, voilà, qui connaissent bien leurs rayons et les propositions et les albums qu'ils ont dans leur bac. Donc n'hésitez pas non plus à les solliciter. Et puis après, il y a d'autres lieux qui peuvent aussi être des lieux ressources pour trouver des albums. Certaines structures petite enfance font des prêts d'albums. Certains relais assistants maternels font du prêt de jeux, mais aussi du prêt d'albums. Certains accueils de loisirs, certaines écoles
prêtent des albums parce que les enfants les plébiscitent et ont envie de les emmener avec eux. Donc, c'est aussi des lieux qui peuvent vous permettre d'avoir des albums à domicile sur un temps donné, mais ça peut être vraiment intéressant. Alors sur le comment choisir les albums, moi je pense vraiment que les albums sont adaptés aux très jeunes enfants par leur construction. C'est-à-dire que l'album, le fait qu'on soit vraiment sur une articulation entre une illustration, des illustrations et du texte, ou parfois sans texte, les formats, les couleurs, la diversité des propositions, des imagiers, des livres animés, des livres à toucher, des livres en 3D. Enfin, il y a aujourd'hui une multitude de propositions qui sont faites et qui sont, je pense, intéressantes à expérimenter. Voilà, il y a des enfants qui vont être très attirés par des livres à toucher sur une période. Et effectivement, ça correspond sans doute chez eux à un besoin sensorimoteur plus particulier sur un temps donné. Il y a des enfants qui vont être très sensibles, et des adultes aussi, qui vont être très sensibles à certains types d'illustrations. À des livres qui vont mettre, par exemple, à des livres avec des collages. Il y a certains enfants ou certains adultes qui vont être, par exemple, le tout petit, le bébé, est très très sensible au contraste. Donc souvent, dans les livres qui s'adressent vraiment à des tout petits, on a des contrastes de couleurs, noir, blanc, ou au contraire des couleurs des couleurs primaires, très très prononcées. Donc on va avoir des jaunes, des bleus, voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis des livres, des tout petits formats. Alors la difficulté d'être en distanciel, c'est que je ne peux pas vous présenter de livres. Mais voilà, il y a des tout petits formats, il y a des plus grands formats, il y a des très grands formats. Donc ça aussi, c'est intéressant que les enfants puissent avoir accès à des livres différents, quoi. Le deuxième point sur le comment choisir les albums, et ça vraiment je voudrais insister sur ce point-là, c'est se faire confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance aux enfants. Les enfants vont spontanément souvent aller vers des albums qui les attirent. Et après, s'il y a eu une attirance, mais qu'il y a plus, l'enfant n'a plus envie de le lire, ok. On peut, l'enfant, il peut avoir été attiré, et vous aussi, attiré par un album, et puis finalement on le lit, on se dit, ou on arrête avant la fin, comme peut le dire Daniel Pénac, parce que finalement ça correspond pas à ce que j'attendais, à ce que j'ai envie. Bon, ok, d'accord. Mais en général, quand même, les enfants se trompent pas. Et souvent, quand ils choisissent un album, il y a un coup de cœur, hein, et ils vont demander à le relire. Donc le droit de le relire, ça fait vraiment partie des choses qu'on voit très souvent avec des tout petits. Mais en tout cas, faites-vous confiance et faites confiance aux enfants, ils savent et vous savez, voilà. Parce qu'on a effectivement des livres coup de cœur, parfois dont on ne sait pas trop pourquoi, c'est un livre coup de cœur, mais c'est intéressant de se dire, moi ce livre-là, c'est un livre qui me plaît beaucoup, et les enfants ont aussi leur livre coup de cœur. Donc voilà. Alors, je ne sais pas, je regarde l'heure. Peut-être il y a des questions ou... En tout cas, simplement pour vous dire merci déjà, parce que c'est pas facile comme exercice de parler sans voir les personnes en face de ça, mais tout le monde était très attentif, quoi. Il n'y avait pratiquement pas un bruit. Merci pour ce retour, parce que c'est vrai que je vous parle à vous, mais je ne vois pas l'assemblée, donc merci de m'en faire part. Il y a une question. Bonjour Estelle. J'avais juste une question. Bonjour. Juste une question pour les tout petits qui viennent de naître. Est-ce que les parents, les photographies des grands-parents ou tout ça, ça peut être un premier, parce que est-ce que ça peut être intéressant pour un nouveau-né ou je ne sais pas. Oui, c'est son histoire en fait.
qu'on commence à lui raconter. Et comme je disais tout à l'heure, le bébé, il va lire sur nos visages. Le bébé est un lecteur, mais il va aussi s'imprégner. Quand vous lui montrez des photos, en général, quand on montre des photos, on accompagne, on explique. C'est un tel, tu vas pas le voir parce qu'il est loin. Et en fait, on commence à lui raconter son histoire et notre histoire en tant que parents, en tant que personne qui accompagne ce bébé-là. Et on l'amène aussi dans cette forme d'histoire qui est le récit. Le récit, c'est le début là, de sa vie, mais c'est le début du récit de sa vie et qu'il va aussi progressivement intégrer. Et c'est intéressant, je vous remercie vraiment de cette question parce que oui, c'est quelque chose qu'on peut faire et c'est quelque chose qui décale aussi de la réalité, de la vie quotidienne, etc. C'est aussi prendre le temps avec son enfant de dire bah tiens, regarde, tu vois, là je te montre cette photo. Donc oui, pour moi, ça participe vraiment à cet échange et à ce partage avec le bébé autour de là, c'est son histoire à lui. Merci. Il y en a d'autres? Des questions? Bonjour. Et quand les parents ne savent pas lire, alors qu'est-ce qu'il existe? Voilà, ça c'est le problème que j'ai rencontré quand j'ai accompagné des personnes dans une bibliothèque. C'était assez compliqué. Il y avait des livres, mais qui étaient mélangés avec d'autres livres pour les aider, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre des livres pour enfants, c'est un peu dévalorisant pour eux. Et pour accompagner leurs neveux ou nièces éventuellement, voilà. C'est là la difficulté que je rencontre actuellement. Oui, je comprends et je trouve intéressant que vous posiez cette question parce que spontanément, j'allais vous dire, il y a des albums sans texte qui font appel à une autre forme de lecture qu'à la lecture des mots qui peut effectivement représenter une difficulté parfois. Alors ça c'est le premier élément que j'aurais envie de dire. Il ne faut pas hésiter à demander une sélection d'albums sans texte. Et avec un album sans texte et avec un enfant, on n'est pas forcément obligé de mettre des mots. C'est-à-dire que dans les 10 principes là, de Daniel Pénac, à un moment il dit le droit de se taire. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, on peut partager un album avec un enfant, un album sans texte, et ne rien dire. Et tourner les pages avec lui. Et puis, si à un moment donné, on a envie de dire quelque chose, on peut dire. Et puis, si l'enfant a envie de dire, il va peut-être parler, mais peut-être qu'on va faire une lecture silencieuse. C'est-à-dire que ça peut être une piste. Après, je trouve que c'est pas satisfaisant de s'arrêter là. Alors, il y a aujourd'hui des supports qui permettent d'avoir accès à des albums audio, à des lectures enregistrées. Donc, effectivement, je pense que ça peut être aussi des outils intéressants parce qu'on peut avoir le support livre entre les mains et avoir l'enregistrement qui permettent vraiment de suivre l'histoire. Mais là, effectivement, il y a une médiation qui vient nous aider pour cette partie du texte. Moi, j'ai envie de dire, il faut aussi se sentir libre, c'est-à-dire que si on prend un texte, un album avec des textes et qu'on n'est pas forcément à l'aise avec les textes, on peut aussi s'engager dans une lecture à soi. C'est-à-dire que c'est vrai que je dis plutôt quand il y a cette possibilité de respecter le texte qu'a choisi d'écrire l'auteur, mais quand il n'y a pas cette possibilité, on peut tout à fait prendre cette liberté et à partir d'un album donné, imaginer l'histoire.
se raconter peut-être son histoire avec l'illustration qu'a prévu l'illustrateur. Et ça, je pense que c'est aussi une possibilité. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question que vous posiez, mais ouais. Ouais. Ça sera la dernière, je pense. Merci en tout cas. Quand l'enfant est plus grand, en fait, qui va à l'école et que les parents n'est pas habitués à lire, ou des parents qui sont étrangers et qui ont des enfants scolarisés en France, c'est pas forcément évident aux parents d'apprendre à lire aux enfants, en fait, au début de grande section CP, en fait. Est-ce que vous avez des conseils, des outils pour aider ces familles? Alors, il me revenait aussi quelque chose là en tête que j'ai pas dit juste avant. C'est-à-dire que quand la famille a eu la possibilité de garder ou d'avoir ou de trouver en étant ici des récits, des albums en langue, dans sa langue maternelle, dans la langue de la famille, ça peut être vraiment aussi intéressant, mais ça répond pas à votre question. Mais je vais revenir à votre question parce qu'effectivement, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de pouvoir favoriser les échanges entre la famille, la langue en langue maternelle, mais aussi de pouvoir regarder l'album dans la langue du pays d'accueil. Et ça peut être intéressant. Alors, c'est pas toujours facile, et effectivement, j'entends bien la question de, oui, quand la famille n'a pas la maîtrise de la langue, comment accompagner l'enfant? Je saurais pas répondre à votre question, hélas. Je pense que c'est un travail qui est fait dans beaucoup d'écoles, par beaucoup d'enseignants, sur accompagner les enfants dans l'acquisition de la langue du pays d'accueil. En tout cas, ce qui, moi, me paraît important, c'est que l'enfant, il a été baigné dans un bain de langage depuis sa naissance, quelle que soit la langue, que ce soit s'il était encore dans son pays ou dans les pays qu'il a été amené à traverser ou dans le pays d'accueil, l'enfant, il est baigné dans un bain de langage. C'est-à-dire que les enfants, on leur parle dès tout petit, on leur chante des chansons, que ce soit dans la langue maternelle ou dans d'autres langues. Et donc ça, c'est quelque chose qui va rester et qui va aider. Le cerveau des enfants est construit est justement en pleine construction, et c'est vrai qu'on parle de l'intérêt d'avoir entendu vraiment ce bain de langage pour pouvoir assimiler les langues, et les enfants qui grandissent souvent dans plusieurs langues ont plus d'aisance à pouvoir devenir eux-mêmes polyglottes, et voilà. Après, sur l'acquisition de la lecture, je suis vraiment désolée. Je pense que les albums vont aider, mais effectivement, pour répondre précisément à la question de quand le parent ne parle pas la langue du pays d'accueil, oui, ça peut être un peu compliqué. Là, j'avoue, c'est mon niveau de compétence là qui me permet pas de répondre à votre question. Désolée. Dernière question alors. Ça sera la dernière question alors. Et après, peut-être vous pouvez nous présenter la petite lecture. Ouais. Je vais préparer pendant. Oui. Je viens pas un autre pays. J'ai 2 enfants. Je vois jour après jour que ils veulent plus entendre pour la langue maternelle. Et ça, c'est vraiment problème. De l'autre côté, c'est bien qu'ils arrivent bien à intégrer ici. Mais de l'autre côté, ils perdent jour après jour son langue maternelle. C'est vraiment un dommage aussi de perdre son racine comme ça. Et je ne sais pas plus quoi faire, même si je répète 1000 fois. Mais non, nous on est par exemple albanais. Il faut qu'on parle cette langue-là, même qu'on vit en France. C'est vraiment, jour après jour, c'est une difficulté que je trouve. Mais
de l'autre côté, je ne veux pas forcer aussi. Ça, c'est... Bien sûr. Merci. Merci de votre intervention. C'est vrai que l'enfant, il grandit. Ce que vous dites, hein, c'est que vos enfants ou votre enfant, ils grandissent dans cette culture-là aujourd'hui et sans doute avec un désir de s'intégrer dans cette... Ah, pardon, je suis en train de faire une mauvaise manip là, excusez-moi. Sans doute avec ce désir de s'intégrer dans cette culture et j'entends bien la complexité pour vous de ce que ça vous renvoie, ouais. J'ai pas non plus de réponse. Après, je sais pas si vous avez eu... peut-être qu'en grandissant, les choses vont évoluer. Peut-être que les choses sont peut-être pas figées. Je sais pas. Elle a répondu, du coup, elle a fait le micro, mais elle disait qu'elle espérait effectivement que ça évolue, Ouais. et que c'était difficile Ouais. en tout cas. Bah oui, je comprends, ouais. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour vos questions là, qui témoignent vraiment de l'intérêt pour le sujet. Donc, j'avais souhaité en fait vous présenter un album qui, pour moi, est un album, avec mes critères à moi que je trouve très beau et très touchant. Qui est un album en fait qui pour moi aborde une question universelle qu'on se pose quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos histoires, qui est la question de la séparation, de la peur d'être abandonné, et de comment cette question-là traverse, donc là on va suivre 3 bébés chouettes, et comment cette question traverse ces bébés chouettes différemment, c'est-à-dire chacun a un vécu différent en lien avec cette question de la séparation. Ces bébés chouettes, ouais, de Martin Voidel et Patrick Benson, c'est à l'école des loisirs il me semble. Et il y a plusieurs lectures possibles, hein, j'en avais repéré. Il y en a une avec un fond musical, mais qui n'est pas... Enfin, bon, sur YouTube. Je pense que je l'ai. Ok. Donc c'est 3 minutes. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bébé chouette. Il était une fois 3 bébés chouettes. Sarah, Rémi et Lou. Ils vivaient dans un trou de troncs d'arbres avec leur maman chouette. Dans le trou, il y avait des brindilles et des feuilles et des plumes de chouette. C'était leur maison. Une nuit, ils se réveillèrent et leur maman chouette était partie. « Où est maman ?» demanda Sarah. « Oh mon Dieu !» dit Rémi. « Je veux ma maman !» dit Lou. Les bébés chouettes se mirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je crois qu'elle est partie chasser, » dit Sarah. « Pour nous rapporter à manger, » dit Rémi. « Je veux ma maman, » dit Lou. Mais leur maman chouette ne rentra pas. Les bébés chouettes sortirent de leur maison, s'assirent sur l'arbre, et ils attendirent. Une grande branche pour Sarah, une petite branche pour Rémi, une vieille tige de lierre pour Lou. « Elle va rentrer, » dit Sarah. « Rentrez bientôt, » dit Rémi. « Je veux ma maman, » dit Lou. Il faisait noir dans le bois, et il leur fallut du courage parce que ça grouillait tout autour d'eux. « Elle va nous rapporter des souris et d'autres bonnes choses, » dit Sarah. « Je suppose, » dit Rémi. « Je veux ma maman, » dit Lou. Assis, ils se remirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je pense que nous devrions tous nous mettre sur ma branche, » dit Sarah. Et c'est ce qu'ils firent, tous les 3 ensemble.
Imagine qu'elle se soit perdue, dit Sarah. Ou qu'un renard l'ait mangée, dit Rémi. Je veux ma maman, dit Lou. Et les bébés chouettes fermèrent leurs yeux de chouette et formèrent le vœu que leur maman chouette rentra bientôt. Et elle rentra. Douce et silencieuse, elle descendit à travers les arbres jusqu'à Sarah, Rémi et Lou. « Maman !» s'écrièrent-ils. Et ils battirent des ailes, et ils dansèrent, et ils sautillèrent sur leurs branches. « Que d'histoires !» dit leur maman chouette. « Vous saviez bien que j'allais rentrer. » Les bébés chouettes réfléchirent encore. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je le savais, » dit Sarah. « Je le savais aussi, » dit Rémi. « Je t'aime, ma maman, » dit Lou. Bon. Donc, j'ai choisi effectivement cet album qui est Bébé Chouette, hein, qui est un album avec du texte. Pour sa qualité, hein. C'est un album que moi j'ai beaucoup lu à des tout petits, alors à des bébés, 12 mois, 18 mois, 2 ans et plus. Et vraiment, en observant ce qu'il produisait chez les enfants, je trouve que c'est un album qui réunit vraiment des critères de qualité, qui dit les choses d'une manière vraiment très intéressante. Je pense qu'il nous parle à tous. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment-là de lecture. Merci pour l'histoire. Il y a des merci pour l'histoire et des applaudissements dans la salle. Ah, c'est gentil, merci. Bon. On va continuer sur notre programme, mais en tout cas, voilà, merci encore. Et puis, je réaliserai une synthèse un peu de ce que vous avez dit, que je vous ferai relire. Et puis, pour le compte rendu. Je peux aussi vous envoyer ce que j'avais écrit, oui, parce que j'avais tout écrit, qu'il y a plein de choses que j'ai pas dites. Enfin bon, voilà. Donc parfait. si ça vous intéresse. Oui, pour le compte rendu, ça sera super. Merci beaucoup. Ok, je vous envoie ça. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.